Je commence. Alors, le titre de mon intervention, c'est l'inévitable démarche scientifique, c'est-à-dire la démarche scientifique, il est connu, il doit figurer dans toutes les recherches, donc il est inévitable, il est incontournable. Et les facteurs qui favorisent, ça c'est le deuxième élément de mon intervention, les facteurs qui favorisent la rédaction de la recherche universitaire. C'est-à-dire comment le professeur, c'est-à-dire moi, je peux vous aider pour vous donner des éléments, pour vous tendre la perche, c'est-à-dire vous aider, vous montrer comment faire pour faciliter la rédaction pour les gens qui sont en retard. Alors l'objectif de cette intervention, c'est de insister sur les éléments qui composent le protocole de recherche académique, insister sur les éléments qui composent le protocole de recherche académique, c'est-à-dire il y a un protocole, oui, il y a un protocole. C'est-à-dire il y a des éléments incontournables qui doivent figurer dans une thèse et on va les voir. Depuis maintenant jusqu'à la fin de mon intervention, vous allez les entendre. Mais ça ne signifie pas qu'on va, durant cette conférence, dire tout, c'est impossible. On va insister sur un certain nombre d'éléments et puis c'est à vous de faire le reste. Une conférence, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Alors, le deuxième élément, c'est éclairer les étudiants sur les conditions qui encouragent la rédaction. Éclairer les étudiants sur les conditions. Les conditions, c'est-à-dire les facteurs. Les facteurs qui encouragent la rédaction. Comment, par exemple, quels sont les conseils, quels sont les éléments, quelles sont les recommandations que je vais vous donner pour faciliter la rédaction pour les gens qui n'arrivent pas à écrire, qui n'arrivent pas à finir à boucler leur travail. Alors le plan, ben, tout ce que vous voyez là, on va l'étudier. Donc vous avez la grande partie 1, elle est là, ça, et la deuxième partie, elle est là. Donc les éléments fondamentaux du protocole et les conditions qui encouragent la rédaction. Donc tout cela, on va le dire brièvement. Encore une fois, je souhaite que vous écoutiez toute l'intervention et que vous puissiez bénéficier de ce que je vais vous dire. Et bienvenue dès à présent à toutes vos questions. Alors, introduction. Préparation d'une recherche scientifique. La préparation, elle requiert de posséder au préalable une motivation. Alors, la première des choses, si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas réussir. Il faut être motivé, c'est-à-dire il faut que vous aimiez ce que vous faites. Vous êtes motivé, c'est-à-dire vous faites quelque chose avec amour. Donc la recherche que vous avez entamée et que peut-être vous avez même déjà fini, vous l'avez faite parce que vous avez été motivé. Donc la motivation, c'est un facteur psychologique très important. Une volonté. Vous avez une volonté de faire ce travail. Voilà, donc vous voyez bien que l'être humain, il est toujours régi par des facteurs psychologiques qui font qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes motivé? Ou est-ce que vous le faites malgré vous? Alors là, c'est autre chose. Il faut, avant de commencer une recherche, c'est-à-dire PFO, mémoire ou doctorat, thèse et doctorat, il faut que vous ayez au préalable des compétences cognitives. Des compétences cognitives, c'est-à-dire des connaissances. Beaucoup de connaissances. On ne peut pas faire une recherche si on n'a pas au préalable des connaissances que vous avez accumulées durant les années de votre formation scolaire et universitaire et de par vos connaissances des livres, pas mal de choses. Rédactionnel, c'est-à-dire c'est pas la première fois que vous allez rédiger. Donc vous avez déjà des compétences et maintenant vous allez les améliorer. Comportemental. Et oui, il faut un comportement. Il faut un comportement, c'est-à-dire comment vous allez vous organiser, avec quelle discipline, comment vous allez, par exemple, vous adresser à vos informateurs. En un mot, il faut être polyvalent. Donc, un chercheur, c'est-à-dire vous, il faut être un polyvalent. Polyvalent, c'est-à-dire quelqu'un
qui a plusieurs connaissances, qui a une volonté, qui est capable de rédiger, qui est capable de mener à bout, de mener à terme sa recherche. Donc polyvalent, vous savez, pour faire une recherche, eh ben, polyvalent, c'est-à-dire je sais écrire, je sais ce que veut dire un entretien, je sais aller interroger les gens, je sais aller dans mon entreprise ou sur le lieu de mon investigation pour faire un travail au préalable, c'est-à-dire un travail d'exploration. Alors, participer dans des rencontres scientifiques. Alors, vous êtes chercheur, vous faites une thèse, vous faites un PFE, vous faites d'accord, mais ça ne signifie pas que c'est fini, vous allez vous enfermer toute la vie chez vous. Il faut aussi, concomitamment, conjointement, assister à des rencontres scientifiques, c'est-à-dire des colloques, des rencontres, des séminaires, des workshops qui sont organisés soit dans votre faculté ou soit dans d'autres facultés ou écoles supérieures. Alors, vous êtes capable de lire vos livres et vos articles scientifiques. Vous êtes capable en même temps d'écrire. Alors, vous lisez un livre, vous lisez un chapitre, eh ben, il faut écrire des résumés, il faut élaborer des synthèses, il faut écrire les références bibliographiques de ce livre, de cet article pour le citer après. D'accord? Et il faut que vous soyez modeste et disponible. C'est-à-dire vous acceptez l'aide. Vous acceptez l'aide là où il se trouve. Donc vous allez questionner des professeurs, des spécialistes pour pouvoir avancer. Très bien. Alors, le premier élément, quels sont les éléments qui composent, qui fondent une recherche? Alors, une recherche, effectivement, c'est un processus. C'est un processus, c'est-à-dire, c'est une chaîne. Il y a un début, il y a le développement, il y a la fin, d'accord? C'est un processus, c'est une chaîne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est toute une chaîne. C'est comme quand vous entrez à l'école, eh bien, il y a d'abord le primaire, il y a le collège, il y a le lycée, il y a la fac, et puis il y a des concours, il y a le recrutement. C'est ça, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. Alors, les éléments fondamentaux du protocole de la recherche universitaire, c'est-à-dire la méthodologie de recherche, eh bien, je me suis surtout basé sur ce livre. CF, c'est-à-dire se conférer à ce livre. Ça, c'est un très bon livre. Je peux vous dire qu'il est très, très, très beau, simple, facile. Et moi, je l'ai lu avec beaucoup de volonté, beaucoup de motivation, beaucoup d'implication. C'est ça ce que je voudrais vous dire. Alors, le protocole de recherche, il commence par la question de départ. Avant de commencer, avant, vous êtes intéressé par une question, par un problème, dans une entreprise, dans une banque, dans une assurance, dans la société, dans le Covid-19, les familles, le chômage, les impacts psychologiques sur les êtres humains. Donc il y a un problème qui naît d'abord, c'est ce qu'on appelle le déclic. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Bien sûr, non. Il n'a pas de réponse présupposée. Il n'a pas de réponse parce que c'est un problème. Par exemple, comment ces gens-là qui sont confinés, comment puissent-ils vivre? Comment s'en sortiront-ils de point de vue psychique? Ça, c'est une question. Donc, il y a quelque chose qui vous intéresse. Moi, je voudrais travailler sur les impacts du confinement. Moi, je voudrais travailler sur le chômage. Moi, je voudrais travailler sur l'indifférence de quelques gens, de quelques personnes à l'égard de ce virus. Donc, ils sont tout le temps dans la rue, ou bien ils se rassemblent pour manifester contre le confinement. Eh bien, cette question, ça vous intéresse? C'est ce qu'on appelle la question de départ. C'est-à-dire la première question qui naît dans votre tête. Alors, cette question, il n'a pas de connotation morale. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire « Ah oui, moi j'aime, je n'aime pas ». Non, non, non. Il ne s'agit pas, dans une recherche académique, de dire « Moi j'aime, moi je n'aime pas, moi je trouve beau, moi je ne trouve pas beau ». Une recherche, vous allez la faire d'une manière objective.
Vous allez suivre le processus et c'est à la fin que vous aurez une réponse. Et je le répète, la question sur laquelle vous travaillez, qui vous intéresse, elle suscite votre intérêt. C'est-à-dire, elle vous plaît. Cette question me plaît. Et c'est pour cela que je travaille cette question. Alors, s'il vous plaît, pour être sûr, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi oui. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Alors, maintenant, je vous ai dit la question de départ. La question, j'ai expliqué. Et maintenant, problématique et question centrale. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. La problématique, c'est quoi? C'est l'art de poser des problèmes pertinents, c'est-à-dire qui existent, qui sont réels, que vous croisez, que vous fréquentez, auxquels vous faites face. Il décrit un problème réel que le candidat doit résoudre. Alors je dis bien, le candidat doit résoudre en suivant le processus. Alors n'ayez jamais l'idée de dire « Ah, moi je pense, moi je crois, je vais écrire, je vais écrire ». Non, il n'y a rien à écrire. Il faut suivre le processus. Il faut aller au-devant, il faut faire une enquête et après vous aurez la réponse. Il faut donc identifier et analyser un problème pour avoir une problématique. Donc, la problématique, par exemple, comme je viens de vous dire, il y a un virus qui est parti de Chine et puis il se propage et puis il est devenu mondial, c'est-à-dire une pandémie. Et maintenant au Maroc, il est là et il a obligé tout le monde à rentrer chez soi. Et donc il y a les rues sont vides. Vous voyez, c'est ça c'est le problème. Et la problématique donc c'est quoi? C'est que comment les gens vont-ils vivre durant tout ce confinement? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont survivre? Comment est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Alors, il y a donc un problème du virus qui a contraint les gens à rentrer chez eux. Alors, et maintenant, vous allez voir, c'est quoi la question? Alors, ça, c'est la problématique. C'est quoi la question? La question centrale de la recherche, c'est l'unique. Je souligne bien, c'est l'unique. Vous ne pouvez pas poser plus d'une question. Votre recherche répond seulement à une seule question, à une question unique. Donc ne dites pas il y a beaucoup de questions. Par contre, cette question unique, elle se décompose en deux sous-questions. Vous posez la question, il y a alors comment formuler une question pertinente? On pose la question en commençant par pourquoi, ou bien en quoi, ou bien comment, ou bien dans quelle mesure, ou bien de quelle manière. Alors, pourquoi il y a de l'injustice dans la société? Pourquoi il y a de la discrimination? Comment les gens qui sont confinés peuvent-ils vivre? Pourquoi il y a de la violence conjugale à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des ménages pendant le confinement? Toutes les télévisions du monde parlent de cela. Il y a plus d'agressions, de violence à l'égard des femmes. Pourquoi c'est un phénomène mondial? Alors, ça, c'est des questions. Eh bien, vous allez répondre. Vous allez dire pourquoi, à l'occasion du confinement, il y a des agressions, il y a des violences qui sont perpétrées contre les femmes. Je répète que toutes les télévisions du monde, les Nations Unies, tout le monde parle de cela. Au Maroc aussi, même aujourd'hui, même hier, j'ai vu à la télévision, on parle de ces violences. Alors vous voulez répondre à cette question parce que ça vous intéresse, parce que vous voulez savoir. Eh bien, voilà. Comme vous pouvez poser la question du chômage, comme vous pouvez poser n'importe quelle question sur l'économie ou sur le marketing ou sur la gestion. Donc, il y a des questions sur la microéconomie, sur la macro, sur les recettes, sur le pouvoir d'achat, sur les impôts, sur la rentabilité de l'entreprise, sur la communication en tant que moyen de rentabilité, comme pour valoriser, pour favoriser l'image. Donc, il y a je suis en train de vous donner des exemples différents
je ne suis pas en train de donner un exemple ou deux ou trois, non pas du tout. Dans le domaine de l'économie, de la gestion, de la communication, dans le domaine social, dans le domaine du chômage, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la question à laquelle vous voulez répondre, c'est une question qui suscite votre intérêt, que vous aimez. Alors, je vous ai dit que on commence par pourquoi, de quelle façon, mais on peut aussi, la question de recherche peut contenir deux questions. Deux questions. Alors, je répète qu'il n'y a qu'une seule question. Il n'y a qu'une seule question. Et des sous-questions. C'est-à-dire des questions qui se déclinent de la question centrale. Alors maintenant, dans votre question, vous pouvez poser deux questions. Dans quelle mesure et de quelle manière? Et vous continuez à poser votre question que je viens de vous dire, qui porte sur le chômage, ou sur les problèmes sociaux, ou sur la rentabilité, ou sur la balance commerciale, ou sur une question financière, économique, d'accord? Alors, je continue. Je vais vous donner un sujet relatif à la communication. Comment la communication numérique, c'est-à-dire qu'on utilise à travers le web, à travers les réseaux sociaux, peut-elle améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise? Et bien sûr, donc, la communication, lorsqu'il est mené à bien, lorsqu'il est bien travaillé, eh ben, elle favorise la rentabilité. Alors voilà, c'est une question et c'est un sujet qui relève de la communication. Sujet relatif à la gestion. Maintenant, comment une entreprise peut-elle faire face au manque d'adaptation au changement? Comment une entreprise, et là toujours il faut préciser quelle entreprise. Vous n'allez pas donner un sujet vague. Toujours lorsque vous travaillez sur un sujet, il faut toujours bien préciser l'entreprise sur laquelle vous travaillez et dans laquelle vous allez vous rendre pour faire votre enquête. Comment une entreprise peut-elle faire face au manque d'adaptation au changement? Alors, lorsqu'on ne s'adapte pas au changement, par exemple, on travaille toujours à la manière classique, par exemple, on ne fait pas de prospection, par exemple, alors là, c'est un problème. Alors, un sujet relatif au marketing. Tout cela, c'est pour vous éclaircir, c'est quoi une question de recherche. La consommation de demain sera-t-elle éco-responsable? D'accord? Alors, sujet relatif à l'économie. Quel est l'impact de l'innovation sur la croissance? Quel est l'impact de l'innovation sur la croissance? Plus on innove, plus on gagne plus et plus on se fait connaître. On innove, c'est-à-dire on crée quelque chose de nouveau. Regardez par exemple Facebook, avant il n'existait pas. Alors lorsque le patron de Facebook a créé, a innové, a créé quelque chose de nouveau, vous avez vu l'éclat, la réussite, le rayonnement de Facebook dans le monde. Parce que il est capable d'innover, c'est-à-dire de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Travail, maintenant, c'est fini avec la question de recherche. Maintenant, travail d'exploration. Alors, vous allez sortir pour visiter, rencontrer, étudier, observer votre terrain de recherche. Alors, vous allez rencontrer, par exemple, donnons l'exemple d'une assurance ou d'une banque ou d'une usine que vous avez choisie. Eh bien, il faut aller pour rencontrer les connaisseurs, poser des questions aux experts, rencontrer les gens, c'est-à-dire les prochains enquêtés, les personnes à qui vous allez
poser dans l'avenir des questions. Déjà, ça, c'est ce qu'on appelle tâter le terrain. Tâter le terrain, c'est-à-dire vous allez commencer par avoir les premières idées, les premières notions. C'est ce qu'on appelle toucher, tâter le terrain. Alors, c'est le premier contact. Et c'est ce qu'on appelle aussi une pré-enquête. Ce n'est pas l'enquête, c'est une pré-enquête. Alors, et ça va vous faciliter la tâche. Donc, vous allez plus vous approcher de votre terrain, plus vous allez vous faire des idées, plus des hypothèses vont être nées, plus vous allez prendre note des livres qu'il faut lire, parce que en parlant, en organisant des entretiens avec les experts, avec des connaisseurs, en parlant avec les gens, en regardant, vous allez donc pouvoir noter l'ensemble de ces idées et déjà ça va vous donner les premières informations. Alors, maintenant, vous avez tâté le terrain, vous avez rencontré des gens, et on vous a donné des pistes. Voilà, lisez le livre tel, et sur Internet, vous avez fait une recherche en fonction des données que vous avez collectées lors de ce premier contact avec les gens. Alors, vous allez établir un cadre théorique, c'est-à-dire l'ensemble des livres, l'ensemble des articles qui touchent, qui sont en rapport avec votre travail. Et alors, il faut les lire. Il faut les lire, mais ne pas se lancer dans une boulimie livresque. Moi, je n'ai pas dit, vous allez passer toute votre vie, des mois et des mois à lire des articles, à faire. Non. Dès que vous lisez un certain nombre d'articles et d'ouvrages qui sont pertinents, qui touchent vraiment à votre sujet, alors là, vous allez vous faire une idée sur ce qui a déjà été fait. Parce que vous n'allez pas refaire le même travail. Vous allez chercher pour apporter un plus. Vous n'allez pas faire le même travail parce que vous lisez et après vous allez redire ce que vous avez lu, mais ce n'est pas ça. Vous allez lire pour vous orienter, pour que vous ayez une idée sur ce qui vous attend. Vous ne pouvez pas du tout répéter, recopier, donner à lire les résultats, les mêmes constats qui ont déjà été écrits dans d'autres livres. C'est pas ça. Quand on lit, quand on se réfère à un cadre théorique, c'est pour savoir dans quel angle, dans quelle orientation vous adressez. Quelle orientation suivre. D'accord? Parce que, je le répète, le travail que vous faites, il est en relation avec ce qui a déjà été fait, mais il va apporter un plus. Il va apporter un plus dans la recherche scientifique. Alors, et puis, vous allez tomber, en lisant ces livres, vous allez tomber sur des concepts. Par exemple, vous choisissez un thème sur lequel vous travaillez et qui vous plaît énormément, le pouvoir d'achat. Eh bien, le pouvoir d'achat, le chômage, moi je m'adresse là aux étudiants de l'économie. Le chômage, pouvoir d'achat, le financement, la rentabilité, l'efficacité, comment on appelle ça, la fidélisation de la clientèle, le travail des ressources humaines, et bien, tout à ces thèmes, ils sont rattachés des concepts que vous allez utiliser fréquemment. Alors, il faut commencer par les définir, par dire, voilà, la définition que vous avez choisie et sur laquelle vous allez travailler. Parce qu'un concept, il admet, il possède plusieurs acceptions. Et donc, vous allez dire, moi, j'ai choisi la définition telle parce que c'est elle qui est en conformité, qui s'adapte à votre thème, à votre sujet. Bien. Alors, élaboration des hypothèses. Alors, les hypothèses, tout à l'heure, je vous ai par exemple dit
que pendant le confinement, nous avons remarqué, ben, ça c'est parmi les sujets que je vous ai donnés, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de violence à l'intérieur des maisons. Dans le monde, violence des hommes contre les femmes, contre leurs femmes. Alors vous êtes intéressé, vous voulez savoir pourquoi. C'est le moment où les gens se rencontrent, où ils vont rester ensemble, ils vont être en famille. Alors normalement, vous croyez que les gens ils vont utiliser à bon escient leur temps pour la lecture, pour voir les documentaires, pour discuter, se rapprocher avec leurs épouses, avec leurs enfants, mais vous remarquez que c'est le contraire. Il y a de la violence, il y a donc, vous allez dire, mais cette violence, ça c'est l'hypothèse, cette violence, et il est causé parce qu'il y a un manque à gagner. Voilà, ça c'est la première hypothèse. La deuxième, et cette violence parce que c'est la première fois que le mari et la femme ils vivent ensemble et ils se découvrent réellement, et donc ils découvrent qu'il y a beaucoup de conflits, de malentendus entre eux. Alors là, ce sont des hypothèses. À la fin de votre mémoire, votre manuscrit, vous allez confirmer ou infirmer, vous allez dire oui, effectivement, mais dans un premier temps, c'est votre intuition. C'est ça ce qu'on appelle les hypothèses. C'est une affirmation provisoire. Et elle doit être vérifiée à la fin. C'est ce qu'on appelle la falsifiabilité de l'hypothèse. Donc, vous allez, comme je vous l'ai dit, continuer votre processus, vous allez donc collecter des informations, et à la fin, vous allez pouvoir dire, ah, effectivement, votre intuition, elle est juste, effectivement, c'est à cause de l'argent, c'est à cause des malentendus, ou bien vous allez découvrir qu'il y a autre chose qui fait qu'il y a cette violence. Et bien, c'est la même chose pour le chômage, pour des questions d'ordre économique, c'est pour la communication, pour le marketing. C'est toujours comme ça. Alors, effet entonnoir. Qu'est-ce que c'est que l'entonnoir? L'entonnoir, c'est de commencer votre thèse, le contexte. Vous allez dire que, par exemple, si vous voulez parler du Covid, vous allez dire que le monde entier est surpris par la propagation du Covid, ce qui a obligé le monde entier à se confiner. Alors, vous allez parler du monde. Et après, vous allez parler du Maroc. Vous allez dire que le Maroc, lui aussi, à l'instar des autres pays, il n'est pas à l'abri de ce virus. Donc, depuis le mois de mars, il y a déjà des cas contaminés. Et puis, voilà, on a fermé les écoles, on a fermé les établissements. Vous voyez, je commence par le monde, et maintenant le Maroc, et après les établissements, et après les maisons, et après, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir. C'est-à-dire, quand vous voulez présenter votre sujet, votre thème, votre objet de recherche, il faut seulement commencer par donner une idée générale pour, pour de plus en plus, de plus en plus la contenir dans l'espace que vous allez étudier. Je répète, il y a un virus dans le monde. Le Maroc, lui aussi, il y a un virus, il y a des problèmes ici, à gauche, à droite, des cas sont signalés dans le nord, dans le sud, et puis, et les établissements sont fermés, et puis, dans votre ville, et puis dans votre quartier, à l'intérieur de la maison, et regardez, je suis en train de faire vite pour vous faire, parce que c'est une conférence, c'est pas un cours qui va s'étaler sur toute une année. Donc, je fais vite, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez traiter un sujet, quel qu'il soit, commencez toujours par du général au particulier. C'est ça ce qu'on appelle effet entonnoir, pour aboutir à votre cas, à vous, et, et délimiter l'espace dans lequel vous voulez travailler. Alors, ça, c'est bien. Alors maintenant, les techniques d'enquête. Alors, quel que soit le sujet, donc il faut préparer questionnaire ou bien des entretiens, il faut observer, il faut bien ouvrir les yeux, il faut assister pour voir, il faut faire
au préalable ce qu'on appelle l'exploration, c'est-à-dire aller sur votre terrain pour avoir une idée, pour observer. Très bien. Alors, les techniques d'enquête, dans les sciences exactes, c'est-à-dire maths, physique, sciences, c'est quoi? La question de recherche est souvent posée à partir d'observations. Il y a toujours une observation. Et pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? Pourquoi il ne tombe pas? Pourquoi euh, euh, la cédraie n'existe pas à Marrakech, n'existe pas à Bni Mellel? Pourquoi? Alors voilà, donc c'est des questions. C'est des questions. Donc, pourquoi les oiseaux, ils sont toujours là, les cigognes ou bien les hirondelles, mais à un moment donné de l'année, ils n'existent plus? Eh bien, ce sont des questions scientifiques. Je suis parti de mon observation et ben voilà, je vais étudier les cigognes. Et ben je peux vous dire, je peux vous assurer qu'à la faculté polydisciplinaire, il y a des gens qui travaillent sur les cigognes. Oui, des étudiants, doctorants, qui préparent leur thèse sur les oiseaux, les cigognes. Donc, on part toujours d'une... Alors, une fois vous faites, vous partez de cette recherche, vous faites des hypothèses, vous faites des expériences. Il faut faire l'expérience, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr de ce que vous dites et de ce que vous voulez avancer. Donc ça, c'est les sciences naturelles. Et après, si votre expérience, votre travail, il est bien fondé, vous allez aboutir à une loi, comme Einstein. La gravitation universelle, eh bien, c'est une loi. Et là, personne n'est capable de dire autre chose que ce que Einstein, a dit. Et bien, c'est ça. Si vous êtes capable de mener une autre enquête et de montrer le contraire, ben allez-y. Parce que c'est quoi les vérités scientifiques? Les vérités scientifiques, ils sont valables, ils sont valides tant qu'il n'y a pas de preuves contraires. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée sur comment procède-t-on quand on mène une recherche dans le domaine dans le domaine des sciences exactes, maths, physique, biologie. Alors maintenant, dans le cas des sciences humaines, économiques et sociales, alors combiner plusieurs méthodes d'investigation. Si vous voulez, moi j'insiste, si vous voulez faire un très bon travail, parmi les meilleurs, j'insiste sur ça. Alors, si vous êtes capable, si vraiment vous avez du souffle, si vraiment vous aimez votre travail, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas faire utiliser une méthode, mais combiner plusieurs méthodes d'investigation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous allez faire des entretiens, des questionnaires, des entretiens de groupe, de l'observation, de l'étude documentaire. Et bien, toutes ces enquêtes, ils participent fortement, largement pour aboutir à des résultats performants. Ben, sinon, si vous n'êtes pas capable, vous faites une seule enquête, une seule, des entretiens seulement, questionnaires seulement, par exemple. Alors maintenant, vous avez distribué votre travail, vous avez collecté, vous avez retranscrit, vous avez très bien. Maintenant, on passe à l'analyse. Alors, encore une fois, si vous êtes capable, je le dis, je le répète, si vous êtes capable, vous allez combiner plusieurs méthodes d'analyse. Combiner plusieurs méthodes. Il existe plusieurs méthodes. Moi, je dis bien si vous êtes capable, je le répète 1000 fois. Ce n'est pas une obligation. Moi, je parle vraiment de l'idéal. Si vous êtes capable, si vous voulez faire un travail mieux que les autres, eh bien, vous allez faire une analyse numérique, c'est-à-dire informatique. Il y a beaucoup de logiciels. Il y a le logiciel Eramutech, InVivo, WordSat, SPSS pour les questionnaires. Il y a d'autres et d'autres et d'autres. Il suffit de, de saisir votre requête dans le champ de saisie de Google et vous allez voir qu'il y a des centaines
de logiciels. Alors maintenant, ça c'est pour l'analyse numérique. Mais j'ai dit combiner plusieurs méthodes. Alors la première, c'est numérique. Alors la deuxième c'est manuel. Vous allez faire l'analyse numérique et vous allez faire l'analyse manuelle. Alors vous avez des entretiens, vous les soumettez à un logiciel comme Uramutech, il va vous sortir des résultats. Mais vous aussi, vous allez faire avec votre savoir et savoir-faire, vous allez faire une analyse qu'on appelle manuelle, c'est-à-dire vous allez lire et vous allez sortir des données, des résultats. Vous allez sortir des constats. Alors, analyser le choix des termes utilisés. Alors, vous savez, vos informateurs, ils utilisent des termes. Comment ils les ont utilisés? Leur fréquence. La fréquence de ces termes, ils reviennent beaucoup de fois. Comment il les a utilisés? Parce que vous êtes obligé d'analyser ce que vous enquêtez, vous interrogez, vos informateurs ont donné comme matière brute. Vous allez étudier le mode d'agencement de ces mots, de ces phrases, la construction du discours et son développement. Donc, comment il a répondu? Vous allez analyser comment il a répondu. Alors, mettre en exergue des représentations sociales. Votre répondant, les personnes, ce que j'ai appelé tout à l'heure, les connaisseurs, les experts, la population cible, c'est-à-dire les gens à qui vous avez distribué vos questionnaires et vos entretiens. Ben, ils ont répondu, ils ont répondu. À la maison, vous avez pris les questionnaires et vous allez les analyser. Ou bien les entretiens, vous allez d'abord les retranscrire et après, ils vont vous donner un texte et après, vous allez appliquer ce que je suis en train de dire. Mettre en exergue les représentations sociales. C'est-à-dire quoi les représentations sociales? Cet homme qui a beaucoup battu sa femme, malheureusement, il va vous dire pourquoi. Selon lui, pourquoi? Il va peut-être vous dire que l'islam, vous écrivez ça. Il va peut-être vous dire que sa femme ne l'écoute pas, vous allez écrire ça. Et il va peut-être vous dire qu'il a beaucoup battu sa femme pendant le confinement parce que elle fait ça et ça et ça et ça et ça. Ce sont des représentations. Ce sont ces jugements. Et après, vous allez voir que vous allez sortir avec des résultats. Il s'agit d'étudier donc le vocabulaire qui est utilisé par votre interrogé, votre enquêté, l'ordre des mots, la longueur des phrases. C'est la même chose, encore une fois, je le répète. Si vous n'avez pas travaillé sur la violence et que vous avez travaillé sur les gens qui sont indifférents et qui sortent dans la rue et qui s'en foutent complètement du virus, ils n'y croient même pas, dans ce cas-là, vous allez leur poser des questions. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous sortez? Vous allez voir, ils vont vous dire, écoutez, le virus, ça n'existe pas, c'est des gens, c'est la politique, c'est des menteurs. Vous allez étudier les réponses des gens qui ne croient pas que le virus existe. Vous allez voir, à la fin, pourquoi il y a des gens qui sortent et qui ne se soucient pas du virus, alors que le monde entier, il est contraint à arrêter les vols, le tourisme, l'économie, les entreprises. Voilà. Alors, عفاكم واش كتسمعوني؟ Oui, monsieur. Alors, d'abord, Oui, monsieur. شكرا, merci. Alors, d'abord, la bibliographie. Je suis en train de vous parler du protocole de recherche. Les éléments, les darouri, obligatoires, ils doivent figurer dans une recherche. Obligatoire. Question de départ, question de recherche, les enquêtes, de l'analyse, tout ce que j'ai dit. Maintenant, la bibliographie. Il y a un certain nombre d'étudiants qui va vous faire 4 pages de bibliographie à la fin de son manuscrit pour vous dire voilà, il a lu. Mais attention, on ne mentionne dans la bibliographie que les livres, les références, les documents qui sont réellement cités dans le corps du texte. Donc ne dites pas
Ne dites pas là, ça je l'ai lu. Non, 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 non. Si vous l'avez lu, il faut qu'il figure dans le corps de votre texte. Au moins, vous lui empruntez une citation, vous lui empruntez une phrase, une idée, et là, vous avez droit de le citer. Et il faut le citer obligatoirement, puisque vous l'avez, puisque vous avez, vous en êtes inspiré pour faire une citation, pour intercaler un mot, pour, d'accord? Mais si vous ne l'avez pas utilisé dans le corps de votre texte, ne faites pas figurer des ouvrages, des documents dans la bibliographie. Voilà, ça c'est très clair. Maintenant, variez les outils de rédaction. Alors, n'écrivez pas que du texte, seulement du texte, du texte, du texte. Alors, des illustrations, des tableaux, des dessins, des figures, des graphiques. Vous voyez, pour diversifier et faire un... Oui, allô? Bon, très bien. C'est Abdelkahar, vous êtes là, vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Là, ça va, Zabrahman. Très bien, merci. Alors, je continue. Mon grand souhait est que tous ces gens-là qui sont là gentiment avec nous, j'espère, je souhaite qu'ils apprennent quelque chose. Je vous donne la garantie la plus totale que le travail que je suis en train de vous donner, c'est la quintessence. C'est roh d'IA, la méthodologie de recherche. C'est pas pour faire ma publicité, pas du tout. C'est pour vous dire, Wallahu a'lam bima aqul, Anna, j'ai lu beaucoup pour pouvoir vous offrir le travail. Et vous pouvez suivre la méthodologie, les étapes que je vous ai dessinées et vous allez faire un très beau travail. Thèse au doctorat, ou PFE, ou mémoire, c'est la même chose. Il y a ce protocole qui est indiscutable. Donc le travail, il est très très bien fait. Ce n'est pas de la publicité, c'est la vérité. Alors je continue. Je continue. Alors, euh, je viens de vous dire qu'il faut varier les outils de rédaction, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait seulement que du texte. Il faut agrémenter, varier, diversifier votre texte, votre écrit, votre recherche. Eh bien, tous les chercheurs, moi je vous le dis, je le répète, oui, tous les chercheurs, y compris moi, y compris Sizaïd, qui est notre directeur de laboratoire. Eh bien, dans le texte, dans la recherche, il y a des graphiques, il y a des tableaux, il y a des figures, il y a des dessins, il y a des photos, oui, il y a des photos, oui, des photos, bien sûr, toujours avec la légende, toujours avec le titre, toujours avec... il faut toujours donner un numéro à votre tableau, à votre photo. Comme ça, votre travail sera organisé. Et si vous voulez y faire référence, c'est très simple. Alors, maintenant, j'ai fini le protocole. Tout ce que j'ai à dire sur le protocole, c'est fini d'une manière brève, très brève, très brève. Attention, nous pouvons être 4 professeurs, 5, 6, 7, et nous pouvons travailler toute l'année et nous ne finirons pas la méthodologie. Donc, ce que ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est seulement un travail qui est obligatoire, un travail qui est pédagogique. Je sais que vous avez envie de ce travail maintenant, avant de remettre vos manuscrits, et donc il est humainement, pédagogiquement parlant,
il est humainement il est humain de penser à vous et de dire si, voilà, si vous avez oublié quelque chose avant de remettre, si vous avez besoin d'un certain nombre d'idées, parce que si on ne fait pas ce travail maintenant, ça devient très, très difficile. Ce ne sera plus utile pour vous si ce n'est pas fait maintenant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'intervenir sur la méthodologie de recherche maintenant, parce que je sais que les étudiants sont appelés à rendre leurs travaux au mois de juillet. Bon, il y a d'autres professeurs peut-être qui vont laisser jusqu'à septembre, mais ça c'est une autre question. Ça c'est pas moi qui décide. Il y a une administration. Moi je suis en train seulement de dire qu'il est propice, qu'il est opportun de présenter un travail sur la méthodologie aux étudiants maintenant. Comme ça, avant de remettre, ils vont revoir. S'ils n'ont pas fini, ils vont se rafraîchir la mémoire. Et comme ça, ils vont, Inch'Allah, pouvoir présenter un travail en bonne et due forme. Voilà. Mais ça ne signifie pas, ça c'est mon dernier mot, ça ne signifie pas que c'est tout ce qu'il y a à dire sur la méthodologie de recherche. Mais non, pas du tout. L'année prochaine, le département de langue et communication a décidé. Il a pris la décision. Parce on a fait une réunion et tout le monde l'a dit, on a pris la décision de faire un cours qui va s'étaler sur toute l'année, c'est-à-dire un ensemble de cycles, de séminaires sur la méthodologie de recherche. Alors là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Aujourd'hui, je suis très éclectique. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très bref. C'est comme quelqu'un qui vous dit attention, j'attire votre attention sur si vous avez oublié telle chose ou telle chose ou telle chose, et c'est pour insuffler, c'est pour vous donner un peu plus de souffle avant de remettre votre travail. Mais le vrai travail de la méthodologie de recherche, il démarrera sous la supervision, la direction du département de langue et communication à partir de l'année prochaine. Le cours va démarrer de octobre jusqu'à juin. Et ce n'est pas seulement moi qui interviendrai. Dans la réunion du département, nous avons décidé qu'il y aura une dizaine de professeurs qui vont intervenir pour que chacun apporte, pour que chacun s'occupe d'un volet. Vous savez, par exemple, pour expliquer c'est quoi un questionnaire, comment on élabore un questionnaire, comment on analyse un questionnaire, comment on exploite les données d'un questionnaire, eh bien c'est tout un mois. Donc, le cours que je viens de vous faire, ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire. Les professeurs, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de choses et des centaines de milliers de choses à dire sur la méthodologie de recherche. Ce que je viens de vous faire, moi, c'est seulement par solidarité pour ces étudiants, avant qu'ils ne remettent leur travail. Je leur rappelle un peu les étapes et maintenant, je vais vous dire comment encourager la rédaction. Les étudiants qui n'arrivent pas à rédiger, qui n'arrivent pas à finir, eh bien, je vais vous donner quelques conseils. Ces conseils-là que je vais vous donner, ils n'ont rien à voir avec la méthodologie de recherche. C'est des conseils psychologiques, qui relèvent de la psychologie. C'est des exemples qui relèvent de l'attitude comportementale, ou ce qu'on appelle aussi les soft skills. Les soft skills, c'est-à-dire la compétence de rédiger, de s'organiser, la compétence de pouvoir prendre des notes, de savoir repérer ses notes, la compétence de la discipline, c'est-à-dire le fait de ne pas passer tout le temps devant son portable, téléphone portable, la possibilité de s'enfermer à clé chaque jour pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ça donc le volet que je vais aborder maintenant, c'est un volet qui n'a rien à voir avec la méthodologie, c'est un volet qui relève du domaine de la psychologie. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de rédiger, d'écrire et de finir à temps? Eh bien, ce qui va vous permettre, ce sont vos aptitudes. Est-ce que vous avez ces aptitudes ou non? Et même le jour du recrutement, pour travailler, pour
être admis, par exemple, accéder au master pour être inscrit dans une thèse, ben, les jurys, toujours, ils voient si vous avez des aptitudes. Alors, si vous n'êtes pas paresseux, si vous ne perdez pas votre temps, si vous êtes capable de vous organiser, si ce sont les traits de votre personnalité. Il y a des gens qui ont des personnalités fermes, rigoureuses. Il y a des gens qui sont paresseux, qui passent leur temps, qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur téléphone portable. Alors là, c'est un problème. Alors, maintenant, faire preuve d'autonomie. Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est capable de travailler tout seul. Faire preuve d'initiative. Vous n'attendez pas votre père ou votre mari ou votre femme ou votre frère pour vous dire, allez, va travailler. Non, vous prenez de l'initiative vous-même parce que vous êtes à l'université. Et vous êtes organisé, vous êtes méthodique. Vous faites preuve de résilience, c'est-à-dire vous êtes résilient, c'est-à-dire vous supportez, vous êtes capable de supporter, de tenir bon. De tenir bon. Vous êtes capable de rebond. Ça vient du verbe rebondir. Ce n'est pas quelqu'un qui est stagné. Alors, goût du challenge, c'est-à-dire le défi. Alors, ça, c'est le sens du résultat. Vous pensez et vous souhaitez tomber sur un bon résultat qui vous gratifiera de vos efforts fournis et qui vous donnera beaucoup de satisfaction au milieu de votre famille et au milieu de vos pères. C'est-à-dire les gens qui ont le même âge que vous. Alors là, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Alors, est-ce que j'ai mis 3 points de suspension? Ils sont là. Pourquoi? Parce que les compétences qu'on demande et qui sont souhaitables, et ils sont nombreuses. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est curieux, scientifiquement parlant. Quelqu'un, voilà, ça, ce sont des choses souhaitables. Alors, avoir une vie organisée, alors tout ça, ce sont les facteurs qui vont vous aider à rédiger, à finir, à boucler votre travail. Il faut être organisé, c'est obligatoire. Il faut avoir une discipline. D'accord? Il faut compter les heures, rester devant son PC comme une activité inévitable. Il y a 2 heures par jour, 3 heures par jour. Indiscutablement, vous devez rester à votre table de travail pour travailler. Et quand vous travaillez, quand vous lisez, il faut écrire directement sur le PC pour gagner du temps. Vous n'allez pas écrire sur les feuilles et après vous allez encore recopier ce nom directement sur le PC. Se fixer de petits objectifs. Ne dites pas « Ah, cette thèse, ce PFE, il est très long. » Mais non, finissez cette section, finissez d'abord ce chapitre. C'est ça votre objectif. C'est tout. Là, si vous voulez escalader une montagne en 1 minute, en 3 minutes, c'est impossible. Ben, on escalade une montagne petit à petit, doucement, en se fixant de petits objectifs. Le travail intellectuel est le meilleur moyen de lutter contre les maladies et la vieillesse. Vous ne perdez rien en travaillant. Plus vous travaillez, plus vous prévenez des maladies. Oui, le travail intellectuel, il rajeunit le cerveau, l'esprit. Comme le sport, comme la bonne nourriture, comme le bon sommeil. Pensez que le meilleur jour vous suivra. C'est-à-dire, vous avez une perspective. Je vais travailler, mais à la fin de l'année, je vais honorer ma famille et mes amis. Je vais avoir un diplôme. Je vais enfin quitter la faculté et pour faire autre chose. Donc, lorsque vous vous fixez ce genre de perspective, cette ambition, il aide. Je répète que je suis en train de vous dire ce qui aide à finir et à rester devant son PC pour pouvoir finir son travail. Pour le chercheur que vous êtes, parce que vous êtes des chercheurs, les étudiants sont des chercheurs, vous n'êtes pas... Pourquoi vous êtes des chercheurs? Parce que vous travaillez, vous lisez.
parce que vous êtes tout le temps entre vos livres, entre vos articles, en train de discuter, d'appeler des connaisseurs, des professeurs pour demander de l'aide. Vous assistez à des colloques, vous assistez à des workshops. Donc vous êtes un chercheur. Alors, rencontrez des gens qui ont des connaissances. Lire et écrire en même temps. Oui, lire et écrire en même temps. Ne dites pas, ah, j'ai compris, d'accord, après. Non, ce que vous lisez, vous en écrivez une synthèse, une note, un mot, une phrase, un paragraphe. Si vous tombez sur une citation, il faut tout de suite copier-coller et citer la référence. Et commencer à écrire, lire et écrire, commencer tout ce travail rapidement, le plus rapidement possible, dès le début. Depuis que j'ai commencé à tâter mon terrain, à lire des livres, des ouvrages, à lire des articles, eh bien, j'écris sur mon PC. Quand vous écrivez le plus rapidement possible, vous en sortirez facilement et vous n'accuserez pas de retard. Alors, vous allez travailler au moins le minimum 2 heures par jour et d'une manière régulière, c'est-à-dire il n'y a pas une semaine où vous travaillez ou un jour, non, régulière. Et au moins 3 fois par semaine. Si vous n'avez pas cette discipline, vous ne vous en sortirez jamais. Donc il faut être capable, ça c'est une compétence, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est ce qu'on appelle les caractères d'une personnalité, quelqu'un qui est capable de s'isoler. Je ne fais pas la fête tout le temps, je ne regarde pas les films tout le temps, je ne rencontre pas les amis tout le temps, je n'appelle pas mes copains, mes copines tout le temps. Il y a des moments où je m'enferme, je ferme le téléphone et je travaille pour finir ma thèse, mon mémoire. Il y a un livre, là, il est là, en lisant, en écrivant. Voilà. Ça, c'est un livre qui est écrit par un écrivain français qui s'appelle Julien Gracq. Et c'est lui qui explique au monde, aux gens, aux lecteurs, qu'il faut, quand on fait un travail, en lisant, en écrivant. Voilà, il y a tout un livre sur ça. Ne pas laisser échapper des notes, noter les idées qui viennent à l'esprit, à l'improviste. Vous savez, vous êtes dans un café, vous êtes dans un taxi, et puis il y a une idée qui vous vient, même à 2 heures du matin. Vous êtes allongé, et puis il y a une idée qui vous vient. Eh bien, je vous conseille de la noter pour la reproduire, la reporter sur votre travail le lendemain. Sinon, si vous laissez tomber ce genre d'idée, c'est une catastrophe. Oubliez la vie sociale. Et oui, on a dit 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Alors ça, oubliez la vie sociale. Je vais la mettre ici. Voilà. Oublier la vie sociale. On a dit qu'il faut s'isoler, c'est-à-dire il faut oublier les amis, les copains, les invités, ma femme, je ne sais pas moi, ma tante, ma maman. Il faut oublier la vie sociale. Et bien si vous voulez aller loin, si vous voulez faire quelque chose, il faut oublier un peu les réseaux sociaux, les téléphones, les mails. Ah, moi je vais répondre, je vais revoir ce qui s'est passé, je vais voir. Non, c'est impossible. Impossible. Alors, je continue. Avoir les outils de travail à la portée. Si vous voulez réussir votre travail de chercheur, de rédacteur, je vous ai dit depuis le début qu'il faut être organisé. C'est-à-dire, vous avez votre PC, vous avez votre connexion Internet, vous avez vos dictionnaires à la portée de la main. Savoir retrouver ces idées organisées dans des fichiers. Vous avez beaucoup de fichiers sur votre ordinateur et chaque fois que vous voulez quelque chose, vous savez où la retrouver. Alors, et même, vous avez des numéros de téléphone de vos professeurs et de vos connaissances. Si jamais il y a un problème,
Au lieu d'arrêter le travail, vous pouvez les appeler, s'ils ont la gentillesse de vous répondre. Alors, pour s'aider à rédiger, ouvrir son PC. Il y a des fois, vous n'avez pas envie de travailler. Eh bien, moi, je vous conseille, les jours où vous êtes paresseux, vous êtes hésitant, ouvrez d'abord. Alors, faites ce que je vous dis. Ouvrez votre PC. Commencez à lire les dernières notes que vous avez rédigées. Commencez à lire le résumé, un des résumés que vous avez, et vous allez voir que tout de suite, l'envie va se déclencher. D'accord? Quand il y a une autre méthode, s'inspirer d'une lecture, d'une idée entendue dans... Voilà, ça, déjà, quand vous ouvrez votre PC, quand vous écrivez quand vous référez à ces lectures, à ces idées entendues que vous avez notées, eh bien, soyez sûr que l'appétit vient en mangeant. Il suffit de mettre la main à la pâte pour voir que la suite s'ensuit facilement. Et même si vous êtes démoralisé, si vous êtes mal à l'aise, si vous vous ennuyez, vous allez voir que le travail intellectuel, il va vous désennuyer. Vous allez voir, comme le disait un philosophe que j'aime beaucoup, Montesquieu au XVIIIe siècle, il n'y a pas une heure de lecture qui ne m'a pas ôté l'ennui. Lorsqu'il s'ennuie, il commence à lire et tout de suite, il est emporté, il est emballé. Alors, la recherche n'est pas la vie, mais en même temps, ça, en revanche, alors, je viens de vous dire qu'il faut lire, il faut travailler, il faut ouvrir son PC, mais en même temps, je n'ai pas dit de travailler tout le temps, jusqu'à épuisement. Il faut savoir prendre le temps du sport, du repos. Eh bien oui, c'est ça ce qui va vous régénérer pour pouvoir continuer votre travail. Alors, conclusion. La méthodologie de recherche est un cours qui s'étale sur toute une année. Ce que je viens de vous dire, de faire, ce n'est pas tout le cours, l'ensemble de tous les détails, toutes les idées. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez revenir demain, je peux faire une autre conférence sur la méthodologie de recherche et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'exploration, sur la question de recherche, sur des exemples même, des TD à donner sur. Question, idée numéro 2. Démarche scientifique est similaire d'une science à une autre. Le protocole de recherche n'est pas spécifique à l'économie ou à la gestion, à la communication, à la littérature, non. Le travail scientifique, il est toujours fondé sur un protocole de recherche, ce que j'ai appelé tout à l'heure le processus. C'est une chaîne. Aucune recherche scientifique n'est plus importante qu'une autre. Ça, s'il vous plaît, ne dites pas, ne soyez pas raciste envers les autres disciplines. Nous avons besoin de toutes les disciplines, de l'apport de tous les humains, de tous les champs scientifiques différents et variés pour construire un patrimoine humain universel qui est le savoir. Nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de mathématiciens, nous avons besoin d'économistes, nous avons besoin de journalistes, nous avons besoin de littérateurs, nous avons besoin de chanteurs, c'est ça la société. Donc ne dites pas il y a une différence. Non, pas du tout. Regardez, c'est écrit ici. Toutes les disciplines participent au savoir humain global. Savoir humain global.
Ben, nous avons besoin de tout ça, tous. Une société, elle est composée de disciplines, de métiers, de professions, de techniciens, dans le domaine de la médecine, de la juridiction, de magistrature, de la construction, des astrophysiciens, des astronomes, des économistes, des communicateurs, voilà. Alors, mission du chercheur. Mission du chercheur. Vous, vous qui m'écoutez maintenant, j'ai un message à vous transmettre. L'enquêteur met en exergue la voix du chercheur. Vous êtes un chercheur, vous n'êtes pas quelqu'un qui va donner son point de vue, qui va être subjectif, qui va écrire de lui-même des choses qui n'existent pas. Vous êtes un chercheur. Un chercheur n'écrit que ce qu'il a recueilli à partir de son enquête du terrain. Décrivant, vous allez décrire votre terrain et la situation, décrire, expliquer sans état d'âme. Sans état d'âme. Vous ne pouvez pas être subjectif. Non, vous ne pouvez pas être subjectif. Je vais mettre le mot. وخاسي زهيد. Bien sûr, c'est Abdelrahman. راهي جغيمة. صحة وراحة بصحة وراحة. الله يبارك فيك. Sans état d'âme, même sans état d'âme, c'est-à-dire vous êtes sérieux, vous êtes objectif, vous faites un travail d'un chercheur et donc vous n'allez pas nous raconter des histoires, vous allez nous raconter votre terrain, votre rapport avec votre terrain, le recueil des données que vous avez collectées, que vous avez analysées, interprétées pour aboutir à des résultats. C'est ça ce qu'on appelle une recherche scientifique. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des fables, des histoires imaginées et imaginaires. Élaborez une thèse originale. Soyez original, j'insiste. Moi, j'aime bien ça. Si vous voulez être un chercheur qui ne ressemble à personne, et moi, je vous conseille d'être un chercheur ou une chercheuse qui ne ressemble à personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être original, c'est-à-dire vous essayez de vous démarquer du lot en essayant d'apporter votre cachet spécial, original. C'est-à-dire vous êtes authentique. Vous avez une personnalité propre, différente, quelque chose de beau, quelque chose qui sort des sentiers battus, quelque chose d'original. Alors là, j'insiste, être original. Le style, au niveau du style, au niveau de la thématique choisie, au niveau de la présentation, tout, même la dédicace, il est original. Même si dédicace, il est personnel. Nous, on n'intervient pas dans les dédicaces. Vous dédiez à qui vous voulez. Moi, j'insiste sur l'originalité parce que vous êtes autonome, parce que vous avez une personnalité, parce que vous avez cette liberté. Alors, présentez un travail authentique. آخر حاجة وهذه ماشي هنا ماشي هذه بلاصتها. Enregistrer son travail dans différents enregistrer son travail dans différents endroits. Votre travail que vous faites chaque jour. Vous tapez sur ordinateur. Alors, je vous conseille, s'il vous plaît, de sauvegarder vos copies, votre travail, votre manuscrit dans différents comptes électroniques, dans différentes adresses électroniques. Vous avez 3 adresses. Et chaque jour, vous actualisez votre travail et vous l'enregistrez. Alors ne me dites pas, moi j'ai mis ça dans une clé USB. Non. Moi j'ai ça sur mon PC. Et si votre PC venait à se planter, et si votre PC venait à tomber, vous allez tout perdre. Donc s'il vous plaît,
هاد الفكرة غادي نهزها نديها لورغانيزاسيون ماشي هنا كونترول اكس غادي نديها اورغانيزي ها هي افوار اون في اورغانيزي هنا نديرها كونترول في فوالا voilà. Alors, enregistrer son travail dans différents endroits. Dans différents endroits. علاش؟ باش pour ne pas perdre votre travail. Pour ne pas perdre votre travail. هذا كل ما لدي. Mon grand souhait est que je vous ai apporté quelque chose. ولو غير شوية بعدا. شكرا لكم.